Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Ah oui, un très grand texte. Un de ces livres qui est en fait bien plus qu'un livre. C'est un véritable acte de combat. On va se plonger dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Tout à fait. Et l'idée, c'est de comprendre la mécanique, la stratégie qu'il met en place pour nous convaincre. Parce qu'il y a une double offensive, c'est ça. C'est exactement ça, une double offensive. D'un côté, il y a la préface, c'est le plaidoyer politique, direct, argumenté. Et de l'autre, le roman lui-même. Voilà. L'immersion totale, la chronologie d'une agonie. C'est ça qui est si fort. Il faut peut-être rappeler le contexte, non? Le livre ne sort pas de nulle part. Ben non, justement. Il paraît d'abord en 1829, sans nom d'auteur. Ça fait du bruit, bien sûr, mais ça reste de la littérature. D'accord. Mais le coup de force, c'est en 1832. Là, il le réédite sous son nom. Et surtout, il ajoute cette fameuse préface. Et là, le message change. Il devient absolument politique. Le masque tombe. C'est un combat frontal contre la peine de mort. Et un combat qui est très lié en fait aux événements de la Révolution de 1830. Alors justement, parlons-en de cette préface. C'est rare de voir un auteur aussi direct, aussi franc. Ah oui, il ne prend pas de gants. Il l'écrit noir sur blanc. Son livre est un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ne pas défendre un coupable, mais tous les coupables. Oui, il parle d'une plaidoirie générale et permanente. Pourquoi c'est si important pour lui, cette approche générale? Ben parce qu'il veut élever le débat. Si on parle d'un seul criminel, on va parler de son crime, de l'émotion, de la vengeance. On reste dans le cas particulier. Voilà. Lui, il veut s'attaquer au principe, à la loi elle-même. Et pour ça, il commence par attaquer les politiques. Il revient sur ce qu'il considère comme une énorme occasion manquée. Après la Révolution de 1830. Exactement. C'est la tentative d'abolition d'octobre 1830. Mais ça, à première vue, on se dit que c'est une bonne chose, non? La Chambre qui propose de supprimer la peine de mort? Oui, mais c'est là que Hugo sort le vitriol. Pour lui, cette proposition n'a rien d'humaniste. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Ah oui? Pourquoi? Parce que l'objectif, en fait, c'était de sauver la tête de 4 anciens ministres de Charles X qui risquaient la guillotine. Ah d'accord. Ce n'était pas pour le peuple, c'était pour eux-mêmes. C'est exactement ce que dit Hugo. Il dénonce cet égoïsme des élites qui font semblant de s'apitoyer sur la peine de mort, mais en pensant à leur propre sort. C'est une critique féroce, vraiment. C'est une leçon terrible sur la communication politique, en fait. Une cause juste, portée par des gens qu'on perçoit comme hypocrites. Et tout se retourne. C'est exactement ça. Hugo émalise ce mécanisme psychologique avec une lucidité incroyable. Et les conséquences sont désastreuses, j'imagine. Terrible. Le peuple se sent trahi, manipulé. Et par réaction, il se met à défendre les guillotines. Hugo a cette phrase glaçante, il dit que le peuple a pris fait et cause pour cette peine de mort dont il est pourtant la première victime. C'est un retournement complet. L'insincérité des politiques a empoisonné le débat pour des années. Alors, une fois qu'il a posé ce constat, il s'attaque aux arguments des pro-peine de mort. Le grand argument de l'époque, c'est l'exemple, c'est ça, l'idée qu'une exécution publique va dissuader les autres. C'est l'argument numéro 1, oui. Et en théorie, ça se tient. C'est du bon sens, quoi. Sauf que Hugo, lui, il va vérifier sur le terrain. Exactement. Il fait un travail de journaliste et ce qu'il trouve démolit complètement cette théorie. Il raconte cette anecdote à Saint-Paul. Oui. On vient d'exécuter un incendiaire. Et le soir même, une troupe de masques est venue danser autour de l'échafaud encore fumant. Danser? Danser. La fête sur le lieu du supplice. On voit bien que l'effet dissuasif est assez limité. Non seulement ça ne dissuade pas, mais ça crée une sorte de spectacle morbide. Précisément. Et Hugo va plus loin. Il dit en gros à la société, si vous y croyez vraiment à votre exemple, pourquoi vous commencez à vous cacher? Il parle du fait qu'on déplace les exécutions. Oui. On passe de la place de Grève, en plein cœur de Paris, visible de tous, à la barrière Saint-Jacques, une périphérie un peu glauque. Et on le fait à l'aube. Voilà, quand personne ne regarde. Pour Hugo, c'est la preuve ultime. C'est l'aveu que la société a peur et honte de son œuvre. C'est un argument redoutable. Mais il ne s'arrête pas là. Il passe de la logique à l'horreur pure. Il veut nous faire visualiser la barbarie de l'acte. Ah oui, là, c'est sa stratégie du choc. Il veut forcer tout le monde, les magistrats, les jurés, à regarder la réalité en face, la boucherie. Les descriptions sont insoutenables. Elles le sont. Il raconte ce qui s'est passé à Pamiers. Le couperet tombe 5 fois sur le condamné, sans le tuer. 5 fois. C'est inimaginable. L'homme hurle, la foule est horrifiée, elles se mettent à jeter des pierres au bourreau. Et c'est un valet qui doit finir le travail, avec, je cite, « je ne sais quel couteau de boucher ». On sent bien que le but, c'est de provoquer un dégoût physique. C'est exactement ça.
Il y a aussi cette femme, à Dijon. La tête n'est pas complètement coupée. Ce sont les valets du bourreau qui tirent sur ses pieds Oh non. pour séparer la tête du corps par arrachement. Il veut nous forcer à voir la réalité crue derrière la phrase juridique. Il veut en finir avec l'idée d'une mort propre. Toute cette argumentation est implacable. Mais Hugo sait que ça ne suffit pas. Il faut nous faire ressentir les choses de l'intérieur. Absolument. C'est là que le romancier prend le relais. Il passe de la thèse à l'incarnation. Et ça commence par les premiers mots du livre. 5 mots. Condamné à mort. Ça claque. C'est une sentence qui tombe sur le lecteur aussi. À partir de là, on est piégé avec lui. Le compte à rebours est lancé. Et il décrit cet état comme une double prison. Oui. Le corps au fer dans un cachot et l'esprit en prison dans une idée. Une seule idée, obsédante, qui dévore tout le reste. Et dans cette attente, dans cette chronologie de l'horreur, il y a des scènes qui sont de véritables démonstrations. Je pense à celle du ferrage des forçats. Cette scène est un chef-d'œuvre. Le narrateur, de sa fenêtre, regarde ce qu'il appelle un spectacle infernal. Des hommes traités comme des bêtes. C'est ça. On les marque au fer, on les enchaîne. Une brutalité sans nom. Et au milieu de ce vacarme, les forçats le voient, lui, le condamné à mort. Et il lui crie quelque chose, c'est ça. Il lui crie cette phrase, mais c'est glaçant. Il est heureux, il sera rogné. Adieu, camarade. Il l'envie. Ils envient l'homme qui va mourir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ça, Hugo? Que la mort est une libération. Il nous force à nous demander ce qui est le plus inhumain. Une mort rapide ou ce qu'il appelle l'enfer du bagne. En montrant que des hommes préfèrent l'échafaud à leur propre sort, il fait exploser l'idée que la prison à vie serait une alternative douce. C'est un choix entre le néant et l'enfer. Et il nous demande, est-ce que c'est ça la justice? La chronologie nous amène ensuite à une autre rencontre, tout aussi terrible, celle avec son héritier. Le frioche, oui. Le criminel qui va prendre sa cellule après lui. Et ce personnage, c'est l'incarnation parfaite de la thèse de la responsabilité sociale. Un produit de la misère. Totalement. Il raconte sa vie, c'était écrit d'avance. Il a cette formule en argot qui est terrible. Mon père a épousé la veuve, ce qui veut dire qu'il a été pendu. Et lui, il va suivre le même chemin. Il ajoute « Moi, je me retire à l'abbaye de Montaregret. La guillotine. C'est la fatalité sociale, de père en fils. » C'est la démonstration par la fiction de ce qu'il disait dans la préface. Et la scène se termine d'une façon... Sordide. Complètement sordide. Le frichot sait que le narrateur va mourir dans quelques heures, alors il lui demande sa redingote. Pour leur vendre... Pour s'acheter du tabac. La mort de l'un devient une transaction commerciale pour l'autre. La vie humaine ne vaut plus rien. C'est la déshumanisation totale. Mais de tous les arguments, de toutes les scènes, la plus puissante, je crois que ça reste la visite de sa fille. Or, là on touche au cœur du réacteur. C'est le moment où Hugo lâche tous les arguments et y frappe direct à l'émotion. Sa petite fille, Marie, a 3 ans. Elle entre dans la cellule. Il est là, pâle, barbu, en haillons. Elle ne le reconnaît pas. C'est terrible. Elle lui dit « Vous me faites du mal, monsieur ». Et le dialogue qui suit est d'une cruauté. Il essaye de la convaincre, il l'appelle par son nom. Et elle lui répond « Non, mon papa était bien plus beau ». C'est déjà atroce. Mais le coup de grâce, c'est quand il lui demande où est son père. Et elle répond Avec l'innocence terrible d'une enfant de 3 ans. « Ah, vous ne savez donc pas, il est mort. » Il est déclaré mort par sa propre fille, de son vivant. C'est l'argument ultime d'Hugo. Il montre que la peine de mort ne punit pas que le coupable. Elle frappe aveuglement autour. Elle crée ce qu'il appelle des innocents. Elle fait de sa fille une orpheline. Exactement. Et l'enfant est innocente, elle. En tuant le père, la justice la punit elle aussi. Là, ce n'est plus une question de politique, c'est une question d'humanité. C'est imparable. Après cette scène, on a l'impression que tout est dit. C'est ça. Le reste du livre est une chute. Le rythme s'accélère, tout se resserre sur les dernières minutes. On assiste à la toilette du condamné. Un terme d'une froideur administrative terrible. C'est un rituel de préparation. On lui coupe les cheveux dans le cou. Pour que la lame passe bien. On lui découpe le col. On lui lie les mains. Chaque geste le transforme un peu plus en objet. En viande pour l'abattoir. C'est l'idée. Puis, c'est le trajet dans la charrette, à travers Paris. La foule qui est là pour le spectacle. La foule qui, nous dit-il, aboie et attend et rit. Il n'est plus un homme. Il est un divertissement macabre. Et il arrive à l'hôtel de ville, il y a un dernier espoir, un sursaut. Un espoir fou, oui. Il supplie, il demande 5 minutes, il veut qu'on aille chercher sa grâce. Et c'est là-dessus que le récit s'interrompt. Et la fin du livre.
c'est juste une ligne. 2 mots. Pourquoi ce choix? C'est si brutal. Le livre se termine par ces mots en majuscules. 4 heures. L'heure de l'exécution. Voilà. C'est un geste littéraire et politique absolument génial. En s'arrêtant net, Hugo mime la coupure de la guillotine. La vie s'arrête, le texte s'arrête. Il ne nous donne pas de résolution. Aucune. Il nous laisse seuls avec l'horreur de ce silence. C'est d'une puissance phénoménale. Donc, si on résume, on a bien cette double stratégie. D'un côté, la préface qui parle à notre raison, avec des arguments politiques, moraux. Et de l'autre, le roman qui parle à notre cœur, à nos sens, en nous faisant vivre cette chronologie de la déshumanisation. C'est la combinaison des deux qui rend l'œuvre si efficace. C'est une machine de guerre littéraire. Hugo a compris qu'il ne suffit pas d'avoir raison, il faut toucher les gens. Il faut emporter l'adhésion par l'émotion. Et son combat a été long. Très long. L'abolition en France, c'est 1981, presque 150 ans après. Mais ce livre a été une pierre fondatrice, c'est indéniable. Il a infusé dans les consciences. Et pour terminer, il conclut sa préface sur une note presque utopique. Oui, une vision prophétique. Il dit qu'un jour, on regardera le crime comme une maladie. On traitera par la charité ce mal qu'on traitait par la colère. Ce sera simple et sublime. C'est une pensée magnifique. Et ça nous laisse avec une question, au fond. Une question pour nous aujourd'hui, près de 2 siècles plus tard. À quel point est-ce que notre vision de la justice se rapproche ou s'éloigne de cet idéal de Victor Hugo ?